Bienvenue sur 365 films. Aujourd'hui, nous allons résumer Facing the Giants. Un film d'action et d'émotion qui nous encourage à donner le meilleur. L'entraîneur de football du lycée de Christian, Grant Taylor, reçoit de très mauvaises nouvelles. En plus du traitement de fertilité pour lui et sa femme, il doit également faire face aux tentatives des parents locaux de forcer l'école à le remplacer. Son équipe, les Shiloh Eagles, n'a jamais connu de saison réussie au cours des 6 années où il a entraîné les Eagles. Suite au message du visiteur, Grant tente d'inspirer l'équipe à utiliser sa foi pour vaincre la peur et l'équipe ennemie. Visualisons. Après une 6e saison décevante, le coach Taylor se remet en question, en apprenant une nouvelle désastreuse. Darren, le meilleur buteur des Eagles en 2002, a emménagé avec son père afin qu'il puisse être transféré dans l'école rivale de Tucker. Le coordinateur offensif et défensif de Taylor, J.T. Hawkins et Brady Owens, lui donnent des nouvelles. Ensuite, il doit l'annoncer à ses joueurs, qui le prennent très au sérieux. La voiture de Grant est tombée en panne lorsqu'il rentrait chez lui, alors qu'il était proche de sa maison. Sa maison dégage une odeur très désagréable que ni lui ni sa femme Brooke ne peuvent comprendre. Leur souper sera froid parce que leur cuisine ne fonctionne pas. De plus, leur salaire combiné de $30 000 ne les aidera pas à améliorer la situation. En plus de cela, Brooke voulait désespérément tomber enceinte et a de nouveau fait un test de grossesse à domicile, qui s'est révélé négatif, et a laissé négligemment le kit de test à la disposition de Grant. Il voulait acheter une nouvelle voiture compacte, mais la réalité était qu'il ne pouvait pas se le permettre. Brooke a ajouté que son gynécologue lui avait dit qu'il n'avait aucune raison pour qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant. En conséquence, Grant a accepté de voir un urologue pour examiner son propre système reproducteur. Un étudiant nommé Stanley se retrouve sur le bureau du professeur. Sous les rires des élèves, il descendit avec difficulté. Le professeur informe alors Brock Kelly, le capitaine de l'équipe, que lui et Stanley sont détenus pour leur petite farce et pour leurs mauvaises notes. Le staff technique est confronté à la plus triste vérité. Ils traversent la saison la plus difficile qu'ils aient jamais eue, avec le moins de talent possible. Au milieu de tout cela, Grant part pour son rendez-vous chez le médecin et laisse J.T. et Brady se disputent sur le genre de docteur que Grant verra. J.T. a suggéré que Grant consulte un dermatologue pour une greffe de cheveux, Brady en doute. Cet après-midi-là, David Schilder part à son père, Larry Schilder, des options sportives qui s'offrent à lui. Il est nouveau à Shiloh et n'a pas de programme de football. Larry a encouragé son fils à rejoindre l'équipe en tant que botteur libre, même s'il était plus petit que la moyenne et n'avait jamais botté un ballon de soccer de sa vie. Le lendemain après-midi, Alvin Pervy, l'un des pères, parle à Brady Owens et l'invite à une réunion secrète pour remplacer Grant Taylor comme entraîneur-chef, et nommer Brady à la place. Les pères demandent à voir Dan Ricker, le procureur de district. Grant a demandé à Brady ce qu'il avait dit à Pervy, mais n'a rien reçu de lui. Larry et David Schilder entrent en jeu, David est présenté à Grant. Le titulaire Jonathan Weston n'est pas contre l'effort, car le titulaire Joshua Webster est également un receveur et préfère prendre que donner un coup de pied. David a fait beaucoup de balles longues ou courtes, mais à la fin, ils ont tout réussi à faire passer le ballon directement au-dessus du poteau de but. Après l'entraînement, Matt Praté a eu une autre dispute infructueuse avec son père, Neil Praté, à propos de son horaire post-entraînement. Le personnel d'entraîneur remarque que Holman Bridge prie à l'école en passant devant chaque casier des étudiants, comme il le fait d'habitude. J.T. a recommandé que David Schilder reste dans l'équipe en tant que botteur remplaçant. Cependant, Shiloh a perdu contre le comté de Dewey, 21-7, car Dewey n'avait pas battu Shiloh depuis plus de 10 ans. Grant a réprimandé avec colère ses joueurs pour leur indifférence, les séances d'entraînement manquées et toutes les erreurs qu'ils ont commises sur le terrain. David a parlé à son père de cette séance de remue-ménage et s'est demandé s'il pouvait aider l'équipe en tant que joueur partant. Larry encourage son fils à ne pas succomber à ses peurs. Larry, étant dans un fauteuil roulant, essayait de réparer une tache de peinture avec son fils. À un moment, il tente de finir un endroit laissé par David en essayant de se lever, mais il est tombé en arrière sur sa chaise, créant un vacarme qui a choqué David. Le lendemain, Grant voit un urologue, le docteur William Jordan, pour une visite de suivi. La nouvelle est terrible. Son système de reproduction est en difficulté. Grant passe ses journées maussades, restant même tard à l'école parce qu'il ne veut pas affronter Brooke. Il surprend alors Alvin Pervy, Neil Praté et Luke Prey se disputer avec le procureur de district Dan Ricker à propos d'un remplaçant. Et Brooke en train de pleurer, tous deux assis à la table de la cuisine. Cette nuit-là, Brooke s'est réveillée très tôt et trouve Grant assis dans le salon, lisant sa Bible. Puis elle s'est agenouillée et a prié. Le matin de bonne heure, Grant s'est rendu dans une forêt voisine et a sincèrement prié Dieu de lui faire connaître sa volonté pour sa vie. Comme il est encore tôt,
Brooke se réveille à nouveau dans un lit vide, mais elle sort pour le rejoindre et lui assure qu'elle acceptera toute aventure que Dieu lui enverra. Le match suivant disputé par l'équipe de Grant se termine aussi mal que les deux précédents. David Schilder tire au but et rate. David s'est beaucoup blâmé, mais Larry n'a pas laissé son fils abandonner. Alvin Pervy a saisi une autre opportunité pour suggérer à Brady Owens d'essayer de remplacer Grant en tant qu'entraîneur-chef. Cette fois, Grant s'est approché et a regardé Alvin, le forçant à battre en retraite. Il a ensuite demandé à Brady de décider une fois pour toutes de quel côté il prendrait et de s'y tenir. Le lendemain, M. Bridge ne s'est pas contenté de prier sur les casiers. Il entre dans le bureau de Grant pour lui annoncer une bonne nouvelle d'Apocalypse 3. C'est à 8, il est celui qui ouvre et personne ne ferme, et celui qui ferme et personne n'ouvre. Il partage également avec Grant une parabole sur deux agriculteurs priant pour la pluie, mais un seul d'entre eux cultive son champ en prévision de la pluie. Grant médite sur la parole. Il développe une nouvelle philosophie pour lui et les groupes de travail. Donnez tout à Dieu et concentrez-vous sur cela, pas sur quelque chose de frivole comme gagner des jeux. Brooke aime ce qu'il écrit et trouve que cela s'applique également à leur vie à la maison. Le lendemain, Grant a expliqué cela au groupe avec une illustration simple. Personne ne peut se rappeler qui a remporté le championnat d'État 5 ans plus tôt. Sur le terrain, Grant leur dit que leur attitude est le son du cœur. Si le cœur pue, l'attitude aussi, et ça se voit. Pour le prouver, il a demandé à ses joueurs d'effectuer un death crawl à 4 pattes, un genou au sol, un autre coéquipier sur le dos, sur une dizaine de mètres. Mais lorsqu'il affronte Brock Kelly pour la première fois et que son ami Jeremy Johnson commence à parler du match à venir contre Westview comme s'il était perdu, Grant choisit Brock et Jeremy pour une confrontation avec des exercices spéciaux. Merci pour la lecture. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.